tous les pays développés de l'OCDE, depuis 1973, depuis la première crise pétrolière, se désindustrialisent. Donc la désindustrialisation n'est pas un problème, n'est pas une maladie, n'est pas encore moins une maladie typiquement française. Les économies qui se portent bien se désindustrialisent elles aussi. Il n'y a que deux exceptions, la Corée et l'Allemagne, on pourrait développer pourquoi. Donc voilà, l'industrie, même quand elle est conquérante, voit sa part économique, son poids économique refluer dans les territoires et dans l'économie et dans l'emploi en France comme ailleurs. C'est un mouvement qui dépasse la France dans le temps et dans l'espace. Si vous regardez l'Union européenne, par exemple, qui est un continent qui, sur le plan industriel et sur le plan commercial, est compétitif, avec un solde des échanges équilibrés, l'ensemble des emplois industriels ont opéré une immense bascule de l'ouest vers l'est. Et les régions qui se sont désindustrialisées, en Grande-Bretagne, en Belgique, en France, en Espagne, toutes les métropoles méditerranéennes, ont vu leurs emplois industriels partir au profit, ou leur valeur ajoutée d'ailleurs industrielle, partir au profit des pays de l'ancienne Europe de l'Est. Au passage, j'en profite pour dire que les explications culturalistes sur le fait qu'en France on ne serait pas doué pour l'industrie ou qu'on aurait une élite qui aurait abandonné l'industrie et fait le choix de passer au tout service, tout ça, de mon point de vue, ne vaut pas grand-chose, enfin en tout cas est rarement prouvé, et en tout cas analytiquement, c'est comme si ça n'existait pas. La dernière décennie qui vient de s'écouler, des années 2010 à 2020, a plutôt été une décennie de stabilisation en termes de nombre d'emplois, de part de l'industrie dans l'emploi, de part de l'industrie dans la valeur ajoutée. On peut imaginer une industrie française un peu plus conquérante, ou qui aurait retrouvé toutes ses couleurs, et tout le monde y travaille. Mais enfin, voilà, le tableau général était, jusqu'à la survenue du confinement, finalement assez rassurant. Je postule que ce qui fera la capacité des entreprises à traverser cette crise et à en ressortir indemne, voire plus forte, ces déterminants de la compétitivité sont les mêmes qu'avant la survenue du confinement et avant la survenue du Covid. Je dois être honnête, je ne suis pas sûr de bien savoir exactement ce que c'est que l'industrie 5.0. Il y a un peu une course entre les auteurs. On parle de technologie 2.0, puis après quelqu'un dit « Ouais, mais maintenant on est passé au niveau supérieur, c'est le 3.0 », puis les Allemands là-dessus parlent de l'industrie 4.0, donc forcément quelqu'un propose 5.0, il y a des consultants qui proposent même le X.0, comme quoi la course ne s'arrête jamais. Bon, au-delà de la boutade, on parle de quoi? On parle de la capacité des entreprises industrielles à se moderniser alors que c'est compliqué. Les gains de productivité en France et dans tous les autres pays n'ont jamais cessé de décroître, de ralentir. Donc, se moderniser, s'équiper, notamment en nouvelles technologies qui sont onéreuses et dont les effets sont parfois aléatoires, c'est un effort, véritablement. C'est un effort financier, ça bouscule les organisations, ça induit des perturbations sur les compétences des équipes en place. Donc, tout ça est toujours difficile à imaginer. Et il faut en plus pouvoir imaginer la modernisation de l'entreprise et du site de production, en lien avec les fournisseurs, les sous-traitants, bref, le reste de la supply chain, en lien évidemment avec les grands donneurs d'ordre quand il y en a, et surtout en lien avec une demande, en lien avec les attentes des consommateurs. On connaît tous le principe de base qui dit les consommateurs vont vouloir des produits de plus en plus sophistiqués, de plus en plus personnalisés, livrés de plus en plus vite et évidemment pas plus chers. Bon, très bien. Mais pour rentrer dans l'action, dans le concret, et notamment quand vous êtes sous-traitant dans une longue chaîne de fournisseurs au service d'un marché en particulier, ou de plusieurs marchés, ce qui est le cas de la plupart des sous-traitants, bon, ça ne vous fournit pas une solution clé en main, ça. Donc, savoir quelle machine acheter, de quelle machine s'équiper et à quel rythme, comment modifier l'organisation du travail en conséquence, sachant que les salariés, dans le même temps, demandent de plus en plus d'autonomie, tout ça est compliqué. Si Industrie 5.0, ça veut dire ça, ça veut dire ce grand questionnement-là de comment est-ce que l'industrie est en train de se mettre en mouvement ou en train de se questionner sur ses principes organisationnels fondamentaux. Alors oui, je vois, mais c'est une immense question. Tous les industriels que je connais sont très activement impliqués pour
avancer pas à pas, depuis les plus petites entreprises jusqu'aux plus grandes, introduction de nouvelles technologies qui sont disponibles sur le marché, bien sûr, la montée en compétences des salariés, je l'ai dit. L'ancrage territorial, c'est souvent évoqué comme étant un facteur à la fois de résilience et évidemment de résilience de l'emploi. Mais on sait aussi que selon la nature des entreprises, selon le territoire dont on parle, c'est plus ou moins facile à traduire dans les faits. Dans la région Grand Est, en général, et dans certains territoires en particulier, c'est un immense capital, un immense atout pour proposer un projet de développement économique qui fasse sens à l'échelle soit d'un territoire d'industrie ou même d'une région en entière. Quand on analyse la performance économique et notamment industrielle des territoires, on s'aperçoit surtout qu'on ne sait rien. C'est-à-dire, on voit des territoires performants et d'autres moins performants, les uns à côté des autres d'ailleurs, et on a bien du mal, en faisant tourner des équations, à tirer et à extraire des paramètres objectifs, métrés, qui seraient l'explication de la performance du territoire. Donc on sait répondre par la négative. On sait que la proportion, par exemple, de population qualifiée n'explique pas ni le chômage élevé ni le chômage faible dans les territoires. On sait dire que la présence des secteurs dynamiques ou au contraire en déclin n'explique pas non plus la performance ou la sous-performance des territoires industriels. Donc on dit quoi? On dit le reste est ailleurs, l'essentiel est ailleurs, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'effet local, la capacité, l'intelligence collective des acteurs en place à mettre en place des projets et à créer des écosystèmes qui soient favorables à la création d'emplois et au développement des entreprises. Mais cet effet local, donc, il peut prendre des formes très variées en réalité. Donc il y a des territoires dans lesquels une culture à la fois solidaire et ouverte au risque industriel favorise le développement industriel et la création des emplois. Le mot de la fin, c'est celui de la transition verte ou écologique. On est à l'évidence au début d'une trajectoire qui prendra peut-être un siècle. Et si on veut pouvoir lutter contre le changement climatique, il faut absolument qu'on internalise cette idée que le carbone est une nuisance et qu'il va falloir payer pour ça, qu'il va falloir lui donner un prix. Ça a commencé un peu, timidement, par des mécanismes qui ne sont pas bien jointifs d'ailleurs, parce que le prix du carbone n'est pas le même quand vous prenez votre essence à la pompe et quand un industriel produit une tonne d'acier, par exemple. Mais enfin, ça va se mettre en place. Un ajustement aux frontières de l'Union européenne va peut-être aussi voir le jour pour rétablir le différentiel de compétitivité entre les industriels français et européens d'une part et les industriels extra-européens d'autre part. Donc on est au début de l'ère du carbone cher et il faut pouvoir s'y préparer, y compris, ça me paraît essentiel, dans nos actes d'achat et nos comportements de consommateurs. On y faisait allusion tout à l'heure, mais on ne permettra pas à une économie décarbonée de créer des emplois et d'être motrice de nos activités et de la vie de nos territoires si nous, en tant que consommateurs, on n'accepte pas d'en payer ce prix, bien sûr. Et la valeur ajoutée viendra de là.